Dans le précédent épisode, on avait parlé des résultats économiques d'Iron Man 2 et du rachat de Marvel par Disney. Aujourd'hui, on va parler du premier film tourné après le rachat, même si c'est toujours Paramount qui distribue, Thor. Le Thor de Marvel a été créé par Stan Lee, son frère Larry Lieber et le dessinateur légendaire Jack Kirby. Ces comics sont une réinvention de la mythologie nordique au sein de l'univers Marvel. Mais il y a plein d'autres choses à raconter dessus, mais vu que j'ai plutôt envie de parler du film et que j'ai un petit peu la flemme de parler de 50-50 comics, on va s'arrêter là. Plusieurs studios et réalisateurs ont envisagé d'adapter Thor, jusqu'au lancement du MCU en 2006, où Marvel a décidé finalement de ne pas filer les droits à Columbia et de plutôt autoproduire un film Thor. Marvel a confié le projet au scénariste Mark Protosevich, qui avait coécrit le film Je suis une légende. Les aspects créatifs du film sont supervisés par l'un des 3 vice-présidents du développement et de la production de Marvel Studios, Craig Kyle, qui est également scénariste de comics. En 2007, Matthew Vaughn fut engagé pour réaliser le film. Il a fait un gros travail de réécriture qui avait, entre autres, un but budgétaire, puisque le film original aurait coûté 300 millions, ce qui est énorme. Il a donc aidé à faire un script qui coûterait moitié moins cher. D'ailleurs, à une époque, il était question que le film se passe à l'époque des Vikings et non à l'époque contemporaine. C'est peut-être la raison pour laquelle le budget était si haut, parce que la reconstitution, ça coûte cher. Aussi, ça aurait été sûrement plus compliqué d'intégrer Thor aux Avengers si son film s'était passé près de 1000 ans plus tôt. Et puis le décalage entre le monde de Thor et celui des humains aurait été moins comique parce qu'on connaît pas le temps des Vikings. Au final, Matthew Vaughn a quitté le projet en 2008. Et pourquoi il n'a pas voulu continuer? C'est un mystère. Peut-être est-ce lié au fait qu'à l'origine le film devait être tourné à l'automne 2008 et qu'il a été reporté pour faire en premier le film Iron Man 2. Toujours est-il que 6 mois plus tard, Vaughn était sur le plateau de Kick-Ass. Rien ne semble indiquer que les réécritures de Vaughn aient été jetées à la poubelle, mais vu qu'il n'est pas crédité au générique, on peut penser qu'une bonne partie n'a pas été gardée. L'écriture continue toujours avec Mark Protosevich. Le script est également passé dans les mains de J. Michael Straczynski, qui a pas mal bossé à la télé, mais a aussi été auteur de comics, notamment sur Thor, dont il connaît bien l'univers. Pour remplacer Vaughn à la réalisation, Guillermo del Toro, mais aussi DJ Caruso, habitué de la télé, ont été envisagés, mais pour les deux, les discussions n'ont pas abouti. Del Toro a préféré partir pour réaliser Le Hobbit. C'est à l'automne 2008 que le film a trouvé un réalisateur. Kenneth Branagh, qui était un fan de Thor depuis son enfance, Branagh était en partie choisi pour ses adaptations de Shakespeare. Il voulait que la relation entre les deux frères et leur père ait un côté shakespearien. D'ailleurs, Branagh s'est inspiré pour son Loki du personnage Othello du dramaturge britannique. Pour lui, ce film est un mélange de mythologie nordique, de comics et de Henri V de Shakespeare. Et il a vraiment kiffé mélanger des éléments de science-fiction, de fantasy et d'humour. Branagh continue à développer le script avec le duo de scénaristes Ashley Miller et Zack Stentz, qui jusqu'à présent travaillaient essentiellement pour des séries. Miller et Stentz ont ensuite laissé le script à Don Payne, scénariste plutôt habitué aux séries humoristiques, qui a également coécrit un film de super-héros. Il s'est surtout occupé de dialogue et d'ajouter de l'humour. Il a grandement contribué au développement des personnages de Selvig et Darcy. D'ailleurs, parlons des acteurs du film. Plusieurs acteurs ont été envisagés ou ont passé le casting pour jouer le rôle du dieu du tonnerre. Le britannique Tom Hiddleston n'a pas eu le rôle, mais il décrocha le rôle de Loki, probablement l'un des meilleurs persos du MCU et qui n'a pas de problème pour voler la vedette à Thor. D'ailleurs, Charlie Cox, le futur diable de Hell's Kitchen, avait passé le casting pour le rôle du dieu de la malice. Mais revenons au héros. L'Australien Chris Hemsworth était un gros fan du héros, mais a bien foiré le casting. Après le casting, il est allé tourner le film La cabane dans les bois, coécrit et produit par Joss Whedon. À l'époque, Whedon n'avait pas été choisi pour diriger le premier film crossover du MCU, mais il était étonné que Hemsworth ait été rejeté au cours du casting. Il a donc appelé Kenneth Branagh pour lui parler de Hemsworth. Suite à cet appel, le premier Chris du MCU est revenu dans la course et fut en finale face à son frère Liam, qui plus tard devint l'une des stars de la saga Hunger Games. Chris a reçu un cachet de 200 000 $, ce qui représente 2/5 de ce qu'a gagné Robert Downey Jr. pour Iron Man 1. Ça correspond également à la moitié de ce qu'a touché Scarlett Johansson pour Iron Man 2. Donc c'est pas un cachet extraordinaire, mais il faut reconnaître qu'il était beaucoup moins connu que ses deux collègues Avengers. Hemsworth et Hiddleston ont tous deux signé pour un deal de 6 films. On voit donc que Marvel avait déjà des projets pour faire revenir Loki dans les films Avengers. Maintenant que nous avons les deux frères ennemis, intéressons-nous au papa. Dans le rôle d'Odin, Branagh voulait quelqu'un ayant le charisme nécessaire pour jouer un roi de l'univers. Mel Gibson a été envisagé un temps, mais il a refusé le rôle. Mais il a été accepté par Anthony Hopkins. Celui-ci n'avait jamais lu de comics auteur et ne connaissait absolument rien à la mythologie nordique. Mais il était intrigué par la relation père-fils et voulait travailler avec Kenneth Branagh. Semble-t-il que l'ancien scénariste et rédac-chef de Marvel et co-créateur de Thor, Stan Lee, aurait aimé interpréter le rôle du roi des dieux, mais il s'est dit très satisfait par le choix de Hopkins. Et puis il est quand même dans le film avec un de ses traditionnels caméos.
Pour jouer la mère de Thor, Branagh voulait la comédienne Renée Rousseau, qui à l'époque faisait un break dans sa carrière. C'est la fille de Rousseau qui l'a convaincue d'accepter le rôle. Natalie Portman, qui avait déjà été évoquée dans le rôle de Black Widow sur Iron Man 2, a accepté le rôle de Jane Foster, la copine du héros, car elle trouvait ça fou de voir un film de super-héros réalisé par Kenneth Branagh. Elle a conduit à quelques changements dans l'écriture de son personnage qui était à la base beaucoup plus dans le stéréotype de la scientifique. Elle a poussé à faire de Jane Foster un personnage qui pense de manière un peu différente et qui peut aller contre le consensus scientifique. Et en aidant Thor, elle prend des risques lourds de conséquences. L'acteur Zachary Levi devait interpréter le guerrier Fandral, mais il a dû refuser le rôle à cause d'un conflit de calendrier. Il fut remplacé par Stuart Townsend, qui quitta le projet quelques semaines avant le début du tournage à cause de différents créatifs. Ce qui, à Hollywood, veut dire « il s'est cassé », ou bien « on l'a viré », mais on veut pas vraiment vous dire pourquoi. Le rôle fut donc récupéré par Josh Dallas, qui pour le deuxième film Thor n'était pas dispo. Il fut donc remplacé pour ce second opus par Zachary Levi. La boucle est bouclée. Je ne vais pas citer tous les autres acteurs du film, mais on notera qu'en plus des 4 guerriers que l'on voit dans le film, il devait y avoir Balder, mais perso je connais pas trop le personnage, donc on va plutôt citer le retour de Coulson des 2 premiers films Iron Man, qui ainsi devient la glue du MCU avec Nick Fury qui apparaît dans la scène post-générique. Il semblerait que tous les personnages entourant Thor et Loki ont signé pour une trilogie, même si au final certains ne sont pas allés jusqu'au bout de leur deal. Certains ont signé pour un contrat plus long, c'est le cas de Stellan Skarsgård, qui a signé pour 5 films, et Idris Elba, on ne sait pas pour combien de films il a signé exactement, mais a priori au moins 5. Au passage, pour rendre son personnage encore plus mystérieux et charismatique, la voix de Elba a été modifiée et rendue plus grave en post-production. Dans les comics, Thor a un alter ego, une enveloppe corporelle de terrien, le docteur Donald Blake. Il y avait eu pour idée d'inclure ce personnage dans le film, et il avait été évoqué de prendre Kevin McKidd pour l'interpréter. Mais au cours d'écriture, il fut décidé que Thor garde uniquement son identité divine. Néanmoins, le Dr Blake est toujours présent via un petit easter egg. Il s'agit du premier film de Marvel Studios sorti en stéréoscopie suite à la vague de 3D lancée par Avatar. Mais Kenneth Branagh ne voulait pas tourner avec des caméras 3D parce que c'est plus lourd et moins pratique à utiliser. Il ne voulait pas perdre de temps pour pouvoir se concentrer sur la direction d'acteur. Le film a donc été tourné en caméra pellicule 2D, comme les 3 précédents films du Marvel Cinematic Universe, et a été converti en 3D en post-production. Mais néanmoins, Branagh a voulu qu'il y ait un gros travail sur la 3D, il ne voulait pas que ça soit là juste pour le pognon. Par contre, vu que je ne l'ai pas vu en 3D, je ne peux pas dire si l'émission est réussie. La production du film est supervisée par la productrice exécutive Patricia Witcher, ainsi que David G. Grant, l'un des responsables de la production physique du studio. Le directeur de la photographie, c'est Haris Zambarloukos, qui avait déjà géré l'image du précédent film de Branagh. Depuis, ils ont collaboré ensemble sur tous les films de Branagh. Pour définir l'éclairage des scènes, Zambarloukos et Branagh plaçaient des mini-lumières dans des modèles réduits des décors. Branagh voulait faire beaucoup de plans débulés, donc pas droits, car ça lui rappelait les cases de BD, et il y a eu pas mal de débats là-dessus. Certaines personnes de Marvel avaient peur que ça soit un peu trop bizarre d'avoir plein de plans débulés. Le production designer du film, c'est Bo Welch, qui a un CV plutôt classe, notamment aux côtés de Tim Burton. Il a été nommé 4 fois aux Oscars. Son gros challenge, c'était de devoir créer plusieurs mondes totalement différents les uns des autres, et Branagh voulait autant que possible créer les décors en vrai. Il y a donc relativement peu de fond vert dans ce film, contrairement à ses suites. Les décors asgardiens ont pour but d'être des mélanges entre les bandes dessinées de Jack Kirby, la mythologie et la véritable architecture antique et moderne. Les costumes sont signés par Alexandra Byrne, qui elle a gagné un Oscar et qui avait déjà bossé à 2 reprises avec Branagh. Elle s'est également inspirée énormément des designs de Jack Kirby, elle voulait que les costumes des Full Asgardiennes soient à peu près des mêmes couleurs afin qu'ils ne ressortent pas trop par rapport aux héros. Les personnages doivent à la fois l'air d'être des gens normaux et des dieux. Il y a eu un gros travail sur la cape de Thor afin qu'elle bouge comme désiré suivant la situation et qu'il n'y ait pas besoin de la faire numériquement dès qu'il y a la moindre bourrasque. Le costume de Thor est assez complexe puisqu'il fallait 1 heure pour que Hemsworth l'enfile. Pour les casques construits par Ironhead Studio, il a été décidé de scanner le visage des acteurs afin de créer des casques qui leur aillent le mieux possible. Mais les casques restent très lourds et pas très confortables. Tant qu'on parle de casques, parlons d'armes. Mjolnir a demandé beaucoup de travail puisque l'équipe de développement visuel de Marvel, et principalement son co-superviseur Charlie Wen, a fait près de 200 dessins conceptuels. Une fois le design validé, il a fallu le construire. Il y a eu 3 types de modèles. L'un, le plus réaliste et le plus lourd aussi, était utilisé pour les gros plans et les dialogues. Un second, plus léger, était utilisé pour les scènes avec un peu de mouvement, et pour les cascades, il y avait un modèle mou. En parlant de cascades, elles sont supervisées par Andy Armstrong, et les plans de la seconde équipe sont réalisés par son frère Vic, également cascadeur, qui a longtemps été la doublure de Harrison Ford, et qui a dirigé les cascades de pas mal de films d'action, ainsi que le tout premier film de Branagh. Pour se préparer pour leur rôle, les acteurs ont dû faire un gros entraînement physique. Tom Hiddleston a fait un bon régime pour être très aminci, et il s'est entraîné à pratiquer la capoeira. Hemsworth, lui, s'est entraîné avec un ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, et il a fait pendant 6 mois un bon régime hyperprotéiné afin d'acquérir le physique du dieu qu'il interprète. À tel point qu'après son entraînement, il était un peu trop épais par rapport à son costume qui le serrait pas mal.
Le tournage a commencé le 11 janvier 2010 au Manhattan Beach Studios, avec qui Marvel Studios avait un deal pour y installer ses bureaux et pour y tourner 4 films. Le tournage se fait sous le nom de code Manhattan. On peut dire que ce faux titre, fait pour éloigner les curieux, n'a aucun rapport avec le film. Mais j'y ai trouvé un sens qui est partagé par d'autres personnes sur internet. Manhattan fait référence au projet Manhattan qui a conduit à la création d'une des inventions les plus dangereuses de l'humanité. Et l'un des principaux laboratoires, ainsi que le site où a été testé pour la première fois l'arme atomique, sont situés au Nouveau-Mexique, tout comme le film Thor. On peut aussi voir un lien entre l'énergie atomique et la puissance de Miu Miu. Parlons du tournage. Dans les studios ont été tournées toutes les scènes de Asgard et de Jotunheim, à l'exception de ces plans avec des chevaux tournés sur une plage californienne. Parlons de Jotunheim. Les géants de glace sont créés avec des maquillages augmentés par des effets visuels, et certains sont créés en images de synthèse. Pour le roi de Jotunheim, Kenneth Branagh ne voulait pas d'un bon gros méchant, il voulait un chef militaire intelligent et interprété par un très bon acteur. C'est l'acteur habitué au théâtre, Colin Feore, qui fut choisi, et il a eu un gros travail vocal pour jouer ce personnage. Il voulait que sa voix retranscrive la tristesse du personnage de vivre exilé loin sur sa planète depuis sa défaite contre Odin. Mais bon, personnellement je trouve qu'il a juste une voix de bon gros méchant. Pour son rôle, Feore voulait s'inspirer du travail de Anthony Hopkins, mais Branagh ne voulait pas qu'il y ait deux Odin dans son film. Il puisa donc également ses inspirations chez Max von Sydow et Paul Scofield. Les costumes et maquillages des géants de glace furent conçus par Legacy Effects, qui a également créé d'autres accessoires et costumes pour le film, et à qui on doit les armures d'Iron Man. Pour le fait, le maquillage devait retranscrire une longue vie guerrière, d'où ses cicatrices. Ce maquillage comportait 8 prothèses rien que pour le visage, et il fallait près de 5 heures pour maquiller Colin Feore. Si j'étais acteur et que je jouais ce genre de personnage, je pense que j'adorerais la motion capture rien que pour mes heures de sommeil. Parlons maintenant de la scène où Thor est banni. Pour cette scène, Branagh s'est inspiré de cette scène du film américain La vie d'Émile Zola, qui parle principalement de l'affaire Dreyfus. Pour la dernière prise, Branagh a demandé à Anthony Hopkins d'improviser et de vraiment faire ressortir à fond le cœur brisé d'Odin. Et c'était assez dur pour Hemsworth et Hiddleston de rester dans leur jeu face à cette prestation, et après le clap, une bonne partie de l'équipe avait les larmes aux yeux. Fin février et en mars, le tournage s'est déroulé au Nouveau-Mexique. Le calendrier du tournage a été arrangé de manière à tourner au plus vite la séquence où Coulson découvre Mjolnir, car après avoir lu le script du film, Kevin Feige s'est dit que ça ferait une très bonne scène post-générique pour Iron Man 2. La scène où Thor tente de récupérer son marteau a été tournée en près de 2 semaines, et ça a été assez compliqué, puisqu'il fallait tourner la scène de baston de nuit, sous la pluie artificielle, et donc dans la gadoue. Ce à quoi les équipes qui ont tourné la bataille du gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux en 4 mois répondront sûrement... Pour la ville de Puente Antico, de nombreuses villes néo-mexicaines ont été proposées. Mais le problème des vraies villes, c'est qu'il faut plein de procédures pour pouvoir barrer les routes. Et surtout, il faut faire gaffe pour les scènes de combat, on peut pas tout faire péter. Parce que tout faire péter, ça peut casser des bâtiments et tuer des gens, ce qui est moyennement cool. Il fut donc décidé de tourner dans une fausse ville. Ils sont allés dans un décor de western au milieu du désert qui avait été utilisé dans plusieurs films. Il a fallu près de 6 mois pour transformer ce décor en la ville moderne que l'on voit dans le film, et elle a été agrandie numériquement en post-production. Le tournage s'est achevé le 6 mai 2010 après un peu moins de 4 mois de tournage. Le film est monté par Paul Rubel qui est plutôt habitué aux gros films d'action. Il s'est notamment occupé de plusieurs films de Michael Bay. Plusieurs scènes ont été coupées au montage, notamment au début du film, il devait y avoir des scènes présentant les relations entre les différents personnages asgardiens avant le couronnement. On peut noter aussi une scène où Frigga et Odin se disputent suite au bannissement de Thor, et une scène où le dieu du tonnerre, le Dr Sedgwick, chante après avoir bien picolé. Mais on voit déjà dans le film qu'à ce moment ils sont bien éméchés, donc pas besoin de le répéter. Il y a eu beaucoup d'hésitations depuis l'écriture du film sur à quel moment il fallait passer de la Terre à Asgard. Et jusqu'à la fin du montage, le positionnement des scènes asgardiennes et midgariennes a beaucoup changé. Les effets visuels ont été supervisés par Wesley Sewell, qui était superviseur additionnel des effets visuels du premier Iron Man. Après Thor, il a continué à bosser avec Marvel comme responsable de la conversion 3D des 3 films suivants. Et sur Thor, il était accompagné par la productrice des effets visuels, Diana Giorgiotti, qui a également bossé avec lui ensuite sur la 3D de Captain America. L'entreprise Luma Pictures s'est occupée d'agrandir numériquement la petite ville néo-mexicaine, ainsi que de créer l'effet d'arrivée sur Terre avec le Bifrost. D'ailleurs, ils ont bien galéré à développer l'effet d'apparition. Ils ont mis des effets de particules qu'ils ont galéré à doser. Et Luma s'est également occupé du destructeur, et donc d'un des gros combats du film. Pour construire le destructeur numérique, ils se sont basés sur un modèle réduit et les photos d'un modèle à taille réelle qui était sur le plateau pour servir de référence lumière. Pour créer le monde des géants de glace, c'est Digital Domain, créé par James Cameron, qui s'en est occupé. Ils ont créé Jotunheim en se basant sur les quelques éléments de décor construits en dur. Ils ont amélioré numériquement les maquillages des géants de glace comme Luffy, et pour la plupart des géants de glace, ils les ont créés en full image de synthèse, en mélangeant de la motion capture et de l'animation 3D classique. Ils ont bien sûr également créé cette bête, et ont donc fait le premier gros combat du film. Mais ils ont également travaillé sur des scènes ne se passant pas sur Jotunheim. En effet, lorsque les géants de glace sont à Asgard, ils ont géré tous les effets sur les géants, puis ils ont filé les fichiers à la boîte responsable du plan. Par exemple, Buff.
En effet, la boîte française s'est occupée du Bifrost et du pont arc-en-ciel. Ils sont donc responsables du combat final entre Thor et Loki. Ils ont bien galéré à créer la texture du pont arc-en-ciel, au final, ils se sont inspirés du quartz. Ils ont également créé le voyage de la Terre à Asgard que l'on voit dans le générique. Ce plan a mis 18 mois à être créé et il est basé sur des images provenant du satellite Hubble. Et le générique en lui-même, par-dessus cette animation, a été créé par Prologue, qui avait déjà créé les génériques des 3 premiers films du MCU. Ce long-plan devait être à la base être présent au tout début du film. D'ailleurs, on en retrouve les dernières secondes à la fin du prologue. Et si vous faites attention, lorsque l'on passe de l'espace à Asgard, ce n'est plus le même plan, puisque Asgard n'a pas été créé par Buff, mais par Viskitry qui avait participé à Iron Man 2. Quelques autres séquences ont été conçues par Fuel VFX, ainsi que Evil Eye Pictures, qui avaient déjà tous deux bossé sur Iron Man 2. En octobre 2010, le film est reparti en tournage pour 3 semaines de reshoot. Lors de ce reshoot, quelques scènes et quelques plans par-ci par-là ont été rajoutés afin d'améliorer le film, mais on va se concentrer sur 2 scènes. La scène où Thor tente de récupérer son marteau a été complétée. En effet, au printemps 2010, Joss Whedon a été choisi pour diriger Avengers. Et en juin, il a choisi avec Marvel Studios de caster Jeremy Renner dans le rôle d'Hawkeye. Et donc, les plans sur Hawkeye dans cette scène ont été tournés pendant le tournage additionnel. Pendant le tournage principal, il était interprété par un cascadeur sur le plateau. Joss Whedon a également dirigé la scène post-générique du film. L'image de cette scène a été signée par le directeur de la photographie de Avengers et contrairement au reste de Thor, elle a été tournée avec des caméras 3D, mais Whedon a réalisé que c'était assez relou à utiliser et a choisi, comme Kenneth Branagh, de tourner son film en 2D et de le convertir en 3D en post-production. Maintenant, parlons musique. Elle a été écrite par Patrick Doyle, dont le premier film était également le premier film de Branagh. Ils ont depuis collaboré à de nombreuses reprises ensemble, et la musique a été interprétée par l'Orchestre Symphonique de Londres, qui d'après Doyle est le meilleur orchestre du monde. Et au vu des films dont ils ont joué la musique, je veux bien le croire. Lors de la post-production, Kenneth Branagh et des gens de Marvel Studios ont entendu la chanson Walk de The Foo Fighters. Ils l'ont adorée, et ils ont trouvé que les paroles collent au thème de la rédemption qu'il y a dans ce film. Ils ont donc décidé de la mettre en fond dans cette scène, ainsi que lors du générique de fin. Les musiques du film ont été éditées par Buena Vista Records, entreprise qui à l'époque n'existait pas. C'est une marque du groupe Disney qui a été bannie en 2007 par le PDG Bob Iger. Il arrive néanmoins que parfois ce nom soit utilisé comme label sur des produits qui collent pas à l'image Disney. C'est le cas par exemple de Glass de M. Night Shyamalan, distribué par Disney à l'international. Donc on voit bien le début d'intégration de Marvel dans Disney, même si on voit bien qu'au début Disney avait un peu du mal à assumer d'être la maison mère de Marvel. Mais comme on l'a expliqué dans le dernier épisode, malgré le rachat, c'est toujours Paramount qui a les droits de distribution de ce film. Parlons donc du box-office. Le film a rapporté 449 millions de dollars en salle. Comme d'habitude, le distributeur récupère environ 50%. À ça, il faut retirer le budget marketing qu'a mis Paramount, il doit être probablement de quelques dizaines de millions, mais comme on le connaît pas, on ne le compte pas. Paramount garde 8%, Marvel a donc récupéré un peu moins de 207 millions, alors que le budget du film est de 150 millions. Donc le film a rapporté au maximum 57 millions à Marvel. En sachant qu'on a oublié la part qui va à divers ayants droit, et qu'on n'a pas compté le budget marketing, même s'il est en partie remboursé par des partenariats avec des marques. Donc le film est probablement rentable sans être un immense succès. Mais n'oublions pas que ça fait de la pub pour les comics, pour le film Avengers dans lequel Thor reviendra, et surtout pour les produits dérivés. D'autant que pour les produits dérivés, Marvel récupère un pourcentage sur les bénéfices, mais ne met pas un centime dans la production. C'est donc du full bénéf. Donc au final, c'est loin d'être une catastrophe, mais c'est quand même moins rentable que les 2 premiers Iron Man. Et puis en général, les suites font beaucoup plus de pognon que les premiers épisodes, donc si tout se passe bien, Marvel fera beaucoup plus de pognon sur le second opus. D'autant que le second opus sera distribué par Disney, donc il n'y aura pas un pourcentage des bénéfices qui partira vers une autre entreprise. Tout l'argent restera dans le groupe. Le Marvel Cinematic Universe était donc encore loin d'être la machine indestructible qu'il est aujourd'hui, mais Thor a rajouté une pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, pendant la création d'Avengers, il fallait commencer à préparer la suite des aventures du Dieu du Tonnerre en solo. Kenneth Branagh et Marvel Studios voulaient continuer à collaborer ensemble sur Thor 2, mais le second opus devait sortir le 26 juillet 2013, et le délai était trop court pour Kenneth Branagh qui préféra quitter son siège de réalisateur. Il est parti diriger une pièce de Shakespeare au théâtre, puis le film Jack Ryan. Néanmoins, il a un peu aidé sur Avengers, notamment avec des lectures et retours sur le script, et semble-t-il qu'il a fait de même sur Thor 2. Et il est revenu faire un petit caméo vocal dans Avengers 3, où il joue l'Asgardien faisant un appel de détresse pendant le logo d'intro. Et il s'est dit prêt à revenir un jour à la réalisation d'un film du MCU. Pour Thor 2, il fut remplacé par Patty Jenkins. Don Payne, qui avait écrit la dernière version de Thor 1, s'est attelé, avant même la sortie de celui-ci, à l'écriture du premier jet de sa suite. Et Craig Kyle resta également sur la saga Thor et partit superviser la création du second opus. Avant le grand rassemblement en 2012, il reste encore un super-héros à présenter, ce sera donc le sujet du prochain épisode.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à mettre la cloche, sinon vous déclencherez la fureur de Thor. Et croyez-moi, vous voulez pas avoir d'ennui avec le beau Chris.